Bienvenue sur Audit et Tendance, le podcast sur l'audit interne d'aujourd'hui et de demain. Avec Pascal Legendry, contrôleur de gestion, auditrice interne chargée de l'évaluation de la performance à l'Université de Guyane. Autour d'une interview court format, découvrons les nouvelles terres d'accueil de l'audit interne. Pour cette première série de podcasts, mettons le cap sur le secteur de l'enseignement supérieur et observons. Bonjour à tous, pour ce premier podcast, Audit et Tendance, et pour ce premier épisode, pourquoi créer la fonction d'audit interne dans un établissement d'enseignement supérieur? Nous avons le plaisir de recevoir Jean-Emmanuel Rudio, responsable du service audit interne à l'Université de Strasbourg, université qui est la pionnière en France. Alors, pour la création de la fonction d'audit interne, puisqu'on a vu que c'est un outil d'amélioration du fonctionnement des établissements, c'est même ce qui est ressorti lors des rencontres de Bordeaux et que tu as pu observer au sein de l'Université de Strasbourg. Est-ce qu'elle est opportune pour tous les établissements, cette création? Écoute, par rapport à ce que je viens de dire, je serais tenté de dire que la fonction d'audit interne apporte une plus-value à n'importe quel établissement. En effet, est-ce qu'il existe des établissements qui n'ont pas intérêt à améliorer leur fonctionnement, à auto-évaluer objectivement leur processus, à manager les risques auxquels ils sont exposés, et à développer leur contrôle interne? Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, et à accompagner le changement aussi. Ouais, du coup. Exact. Donc, a priori, je serais tenté de dire que oui, la création de l'audit interne est opportune pour tous les établissements. Mais, mettre en place cette fonction nécessite en fait de mobiliser des ressources. Et je dirais que pour que l'audit interne fonctionne dans des conditions satisfaisantes, je pense qu'il faut au moins un ETP de catégorie A qui soit dédié à cette fonction. En dessous de un ETP, c'est compliqué en termes de lisibilité de la fonction, puisque ça signifie généralement qu'un agent est en même temps auditeur interne et qu'il a aussi une autre casquette en parallèle. Et du coup, pour les collègues qui sont dans cette situation, et il y en a effectivement, c'est pas vraiment facile, quoi. Et donc, par expérience, par rapport à ce que j'ai vécu à Strasbourg, je préconiserais moi d'avoir au moins 1,5 ETP, puisque ça permet de mettre en place une supervision des missions, ce qui permet en fait d'assurer une meilleure qualité des travaux d'audit et de se mettre en fait en conformité avec les exigences des normes professionnelles. Ok. Je parle par expérience. Ça se passe à l'Université de Strasbourg? Ouais, en fait, c'est ce que j'allais dire. Je parle par expérience puisqu'à l'université, j'ai commencé en étant seul sur la fonction audit interne, à temps plein, mais seul. Depuis que nous sommes deux auditeurs, en fait, on a vraiment pu mettre en place un système de supervision croisée, et du coup, le bond qualitatif de notre production est vraiment évident et remarquable. D'accord. Et peut-être pour essayer de donner quelques éléments quantitatifs. Oui, est-ce que vous avez un indicateur justement pour voir ce que ça vous a permis de gagner en qualité de vos productions? On a des indicateurs de satisfaction qu'on suit dans le cadre de notre programme d'amélioration qualité. Mais en fait, je voulais pas parler de cet indicateur-là, moi. Je voulais plutôt m'intéresser à un autre indicateur qui est celui du nombre d'auditeurs rapporté à l'effectif total de l'organisme. Oui. Pour l'université, le ratio est actuellement de 0,35 auditeurs pour 1000 agents. Et ça, c'est tous agents confondus, donc y compris les enseignants. Si on ne compte que les personnels non enseignants, le ratio... Que les agents BIATS, dans le secteur université, les personnels BIATS, ce qu'on appelle du coup les agents administratifs, ouais. C'est ça? Ouais, les BIATS, c'est les personnels administratifs, donc hors enseignants, quoi. Oui. Donc si on ne retient que les personnels non enseignants, du coup, forcément, le ratio augmente, et là, on arrive à 0,79 auditeurs pour 1000 agents. Donc ça, c'est les chiffres pour l'Université de Strasbourg. Si on cherche un peu à comparer,
on peut se référer à une enquête qu'avait diffusée l'IFACI. Bon, elle date un peu, mais en tout cas, elle montrait que le ratio se situait généralement entre 2 et 3 auditeurs pour 1000 salariés. Donc, dans le secteur bancaire, ce ratio est beaucoup plus élevé, puisqu'on est pratiquement à 1 pour 100 en termes d'auditeurs, alors qu'il y a d'autres secteurs où c'est plus faible, par exemple le secteur industriel, lui est beaucoup plus faible, on est plutôt sur un ratio de 1 pour 1000. Et ce qui ressortait de l'enquête de l'IFACI, c'est que pour le secteur public, le ratio était aux alentours de 2 auditeurs pour 1000 salariés. Et donc, si on se base sur un ratio qui serait, je prends volontairement un ratio relativement bas, qui serait de 0,5 auditeurs pour 1000 agents. On voit bien que pour un petit établissement, donc une petite université, qui compte moins de 2000 agents, on n'arrive pas au plancher que j'évoquais tout à l'heure, qui était un minimum de 1 ETP d'auditeurs. Oui. Pour que la fonction tourne normalement. Donc ce que je voulais démontrer à partir de ces ratios, c'est tout simplement que pour un petit établissement, entre guillemets un petit établissement, mettre en place la fonction d'audit interne représente proportionnellement un investissement plus important. Et donc si l'effort à réaliser est plus important, ça veut dire que la gouvernance doit être d'autant plus motivée, persuadée de la plus-value que va lui apporter la création de la fonction audit interne pour réaliser cet effort-là. Pour ouvrir peut-être une piste de réflexion, j'aimerais simplement encore ajouter qu'une façon de contourner cette difficulté, donc pour les petits établissements, ça pourrait par exemple être d'imaginer de mutualiser l'audit interne entre plusieurs établissements. Par exemple au niveau d'un site, sur la base d'une proximité géographique, mais on peut imaginer d'autres formes de mutualisation, par exemple sur des critères d'affinité, par champ disciplinaire, par taille ou autre. D'accord, oui. Et du coup, est-ce que l'externalisation de l'audit interne peut être une autre solution, ou une solution aussi? C'est une très bonne réflexion et piste à creuser. Et en fait, je connais au moins une université qui a fait ce choix donc d'externalisation et qui en est satisfaite pour les retours qu'on a pu avoir des collègues de cet établissement. D'accord. Néanmoins, ce que j'aimerais peut-être préciser, c'est qu'il faut vraiment être conscient que le recours à des prestataires externes pour réaliser des audits internes ne dispense pas l'établissement en fait d'y consacrer des ressources humaines. Je prends l'exemple que je citais de l'établissement là qui a choisi d'externaliser. Malgré ça, cet établissement consacre au moins un mi-temps d'un agent. La personne en question nous disait que c'était largement plus qu'un mi-temps pour justement définir les thèmes à auditer, formaliser la commande qui va être adressée au prestataire, choisir le prestataire, encadrer et suivre les travaux du prestataire, ensuite exploiter le livrable qui sera fourni et assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations qui seront formulées. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'externalisation totale de l'audit interne, ce n'est qu'une illusion. C'est pas possible, et de toute façon les normes précisent bien que c'est l'établissement qui garde la responsabilité de l'audit interne, même s'il choisit d'externaliser. Tout à fait. Et en plus, donc externaliser, ça représente aussi un coût. Les RH, donc les agents de l'établissement, ont un coût, mais externaliser, faire appel à des prestataires, ça représente aussi un coût. Et donc du coup, c'est à chaque établissement de faire la balance quelque part entre les avantages et les inconvénients des deux solutions. Si je peux juste apporter du coup un témoignage par rapport à cette balance. Bien sûr. C'est que je connais
un établissement, donc qui pour le coup n'est pas une université, mais un établissement public qui fonctionne de cette façon-là. C'est-à-dire que c'est un établissement qui a un service d'audit interne qui est bien doté, puisqu'il y a trois personnes dans le service. Et en plus, l'établissement fait appel à des prestataires externes pour réaliser des audits. Et généralement, ces audits sont des audits sur des thèmes un peu particuliers, comme par exemple l'informatique, la sécurité informatique ou l'hygiène et sécurité. Pour lesquels les agents qui sont en place n'ont peut-être pas forcément les compétences. Mais donc les prestataires, dans ce cas-là, sont accompagnés par les agents de l'organisme tout au long de leur mission, ce qui permet aux agents du service d'audit interne de quelque part monter en compétences tout en contribuant à la réalisation des missions. Et l'intérêt de cette solution-là, qui combine ressources internes et ressources externes, c'est qu'en fait le nombre d'audits qui sont réalisés chaque année est plus important que s'il ne reposait que sur les personnels du service. D'accord. Une autre question, comment la fonction d'audit interne est-elle acceptée dans la communauté universitaire à Strasbourg, par exemple, ou d'une manière générale, de ce que tu vois? En fait, comme j'ai déjà dit, l'audit interne dans les universités, c'est encore une fonction qui est nouvelle, et donc forcément plutôt méconnue. Méconnue, mais en même temps, avec un préjugé ou une connotation qui est plutôt inquiétante. Puisque l'auditeur interne est généralement perçu comme quelqu'un qui va venir mettre son nez dans mes affaires, qui va venir m'évaluer, moi. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il vient m'embêter moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et en plus, forcément, comme c'est un outil qui vient du secteur privé, forcément, une connotation privée qui n'est pas forcément toujours bien vue dans le service public. Donc je caricature, j'exagère un tout petit peu, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un petit fond de méfiance par rapport à cet objet nouveau. En fait, c'est relativement normal, c'est assez naturel comme réflexe. Et donc, pour faire face à ce préjugé un peu négatif ou inquiétant, je pense qu'il est indispensable de prévoir d'entrée de jeu des outils de communication. Il s'agit de permettre à la communauté universitaire et en premier lieu à la gouvernance et aux conseils centraux de l'établissement de comprendre ce qu'est l'audit interne, quelles sont ses spécificités, qu'est-ce qu'il va apporter à l'établissement et comment il fonctionne. D'accord. Et quel serait l'outil idéal pour faire ça? À mon avis, l'outil idéal, c'est tout simplement la charte d'audit interne. Quelque part, la charte, c'est le texte fondateur de l'audit interne. La charte, généralement, elle est validée par la gouvernance et par le conseil d'administration. Donc c'est la charte qui donne la légitimité indispensable à l'audit interne. Et en plus, ce document-là, c'est le document qui va acter son indépendance et qui met en place les mécanismes nécessaires au bon fonctionnement de l'audit interne. Et de toute façon, la charte est une des exigences qui figurent dans les normes professionnelles. Oui. Et en plus, bon, la charte c'est une chose, mais ça suffit pas. Il est évident que le soutien et la confiance de la gouvernance sont absolument indispensables pour permettre à une fonction nouvelle, comme l'audit interne, d'éclore et de croître. Après, il appartient en fait aux auditeurs internes de faire la preuve du plus grand professionnalisme, de leurs compétences, de méthode, de qualité à la fois relationnelle et rédactionnelle, de pédagogie, d'écoute, etc., pour arriver à gagner la collaboration des audités, pour arriver à formuler des constats qui sont pertinents,
et ensuite induire des recommandations qui sont acceptables et qui seront effectivement mises en œuvre. Et au final, ce qu'il faut retenir, c'est que les audités eux-mêmes sont les meilleurs VRP de l'audit interne, si eux-mêmes sont convaincus de la valeur ajoutée qu'apporte l'audit interne. Oui, tout à fait. On dit souvent que la maturité du service d'audit interne se perçoit justement quand ce sont carrément les audités qui demandent à faire appel aux auditeurs. Tout à fait, tu as raison. Et donc, à l'Université de Strasbourg, l'audit interne existe depuis 2009. Donc là, vous avez maintenant 10 ans de recul. La question vraiment est quels sont les enseignements que vous en avez tirés de ces 10 années d'audit interne? Ouais, effectivement, on a soufflé les 10 bougies de l'audit interne à l'université. Et pour le coup, notre comité d'audit a souhaité marquer cet anniversaire en demandant à l'établissement de tirer un bilan et notamment de s'interroger sur l'effet transformant qu'avait pu avoir l'audit interne et quels avaient été ses apports. Donc ce bilan, on peut l'attaquer sous un angle quantitatif. Et donc là, je peux donner quelques chiffres. En 10 ans, on a réalisé 23 missions d'audit. On a formulé 472 recommandations. Le taux d'acceptation des recommandations est de 93%. Et le taux de mise en œuvre des recommandations est de 84%. C'est déjà pas mal. Oui. Mais ça reste très quantitatif. Du coup, on a aussi essayé de tirer un bilan un peu plus qualitatif. Et donc, dans un premier temps, on a interrogé la gouvernance de l'établissement sur sa perception de l'audit interne. Donc, je vais pas rentrer dans le détail de cette enquête qu'on a réalisée, mais j'aimerais simplement souligner quelques éléments importants. Donc, le premier, c'est que pour l'ensemble des acteurs qu'on a sollicités, il apparaît que l'audit interne a eu un effet transformant important, notamment dans 4 domaines: la stratégie, le pilotage, les RH et les finances. D'autre part, l'utilité de l'audit interne est notée en moyenne à 9 sur une échelle de 10. Et sur l'ensemble des répondants, ce qu'on peut souligner, c'est qu'ils sont tous unanimes pour dire qu'ils feraient de nouveau appel à l'audit interne s'ils étaient confrontés à une difficulté ou un doute sur la maîtrise de certaines activités ou sur certains risques. Oui. On leur a aussi demandé quels étaient du coup les principaux apports de l'audit interne. Et donc là, il y a 5 éléments qui ressortent. Le premier apport, c'est l'objectivation des forces et faiblesses des processus. Le deuxième apport, c'est l'analyse et la priorisation des questionnements. Le troisième, c'est que c'est un levier et un guide pour l'amélioration. Le quatrième, c'est que c'est une aide au pilotage. Et le cinquième, enfin, c'est la diffusion de la connaissance et de la culture de la maîtrise des risques au sein de l'établissement. D'accord. Un autre enseignement, et là c'est pas pour nous flatter, mais quand même, ce qui a été unanime. On se base sur des enquêtes de toute façon. Ouais. C'est que en fait tous les acteurs ont souligné le professionnalisme des auditeurs internes. Et quelque part, on en parle souvent du professionnalisme des auditeurs comme clé, comme levier de toute façon de la fonction d'audit interne. Tout à fait. C'est vraiment un aspect sur lequel on s'efforce d'être bon. Et le retour qu'on a là à travers cette enquête montre que quelque part nos efforts ont été payants. Et je pense que c'est effectivement une des clés, comme tu le soulignes, de la reconnaissance de la fonction d'audit interne. Donc je disais que dans cette enquête qualitative, on avait sollicité d'une part la gouvernance, comme je viens de le présenter,
Et on est aussi allé en fait vers les audités, c'est-à-dire en fait les principaux responsables des processus ou des domaines sur lesquels on a réalisé un audit au cours des 10 ans. Et donc là, ce qui ressort, c'est que ils estiment majoritairement que les actions qui ont été mises en œuvre suite à l'audit et aux recommandations qui ont été formulées ont permis de réduire ou de solutionner les difficultés ou les faiblesses qui avaient été relevées. Certains nous disent que les problèmes ont été complètement levés, d'autres que tous les problèmes n'ont pas été levés, mais les plus importants. D'accord. On leur a aussi demandé du coup de noter l'utilité de la mission d'audit qui avait été réalisée. Et donc là, on arrive à un score de 8 sur 10, donc c'est moins que tout à l'heure, mais ça reste quand même encore pas mal. Et comme tout à l'heure, ce qui ressort, c'est que la plupart d'entre eux, vraiment une immense majorité, pas tous, mais l'immense majorité, feraient de nouveau appel à l'audit interne s'ils étaient confrontés à une difficulté ou un doute sur la maîtrise des opérations. Donc là, en m'appuyant sur ces éléments-là, je suis tenté de dire que l'audit interne à l'Université de Strasbourg a su faire ses preuves. Son apport est reconnu, et il a su gagner la confiance à la fois de la gouvernance et des audités. Donc ça, c'est le petit cocorico. Par contre, le bilan a aussi permis de faire apparaître un certain nombre de marges de progression. Et ces marges de progression viennent quelque part alimenter le programme d'assurance et d'amélioration qualité que nous avons mis en place, puisque notre objectif, notre souci, c'est d'être exemplaire, d'être vraiment exemplaire, en cherchant en permanence à nous améliorer nous-mêmes. C'est pas tout de proposer des améliorations aux autres si nous-mêmes on n'est pas exemplaire. Ben, en tout cas, c'est vraiment un retour sur 10 ans riche, intéressant. On voit bien, voilà, tu disais que tu es parti, tu as commencé tout seul dans un service d'audit. Maintenant, tu es responsable du service d'audit interne et 10 ans après, la reconnaissance vient des audités. Donc, c'est voilà, comme je disais tout à l'heure, ça montre la maturité de ce service, de cette fonction d'audit interne. Et je pense que du coup, tu étais bien la personne indiquée pour nous faire ce premier épisode de podcast sur pourquoi créer une fonction d'audit interne dans l'enseignement supérieur. Et je t'en remercie vivement d'être prêté au jeu, de m'avoir accordé cette disponibilité. Et on verra d'autres podcasts pour aborder d'autres sujets, toujours sur l'audit interne dans l'évolution de cette fonction au sein de l'enseignement supérieur. Un grand merci, Jean-Emmanuel. Et merci à toi, Pascal, et j'écouterai avec grand intérêt les autres podcasts que tu produiras, parce que je trouve que l'initiative est vraiment très intéressante. Et merci à toi. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Le mois prochain, retrouvez le podcast Audit et Tendance et découvrons les nouveaux défis que devront relever les auditeurs internes de l'enseignement supérieur.